Salut tout le monde, bienvenue à ce troisième vidéo sur Labyrinthe de War on Terror, publié par GMT Games en 2010. Dans cette vidéo, on va faire le tour du board, des différentes composantes puis des tracks qui parsèment le board. Ça va être vraiment là, un très bon primer de règles pour tout ce qui va suivre. Alors, sans plus tarder, on y va et on commence. Donc, le board représente le monde. On voit pas tout le monde nécessairement. Là, il y a un gros focus qui est mis, là, si je remets le board là, en zoom un peu plus normal, un gros focus qui est mis sur le Moyen-Orient, évidemment. On ne voit pas du tout, entre autres, l'Amérique, à l'exception des États-Unis puis du Canada. Donc, c'est une abstraction. Même les pays, c'est une abstraction dans certains cas où des regroupements, l'Indonésie, la Malaisie, ont été mergés. L'Asie centrale n'est pas un vrai pays nécessairement, là, mais bon, pour le reste du vidéo, puis dans le jeu, de toute façon, on va appeler ça des pays, là, toutes les boîtes qu'on voit là. Je vais zoomer un petit peu parce que je pense que ça va vous aider à, à voir là, de quoi il est question. Fait que, on commence. Il y a 18 pays musulmans, donc 18 pays musulmans, qui sont les espèces de boîtes vertes qu'on a ici. Si on décortique un pays musulman, on a déjà parlé dans la vidéo des win conditions de la valeur en ressources du pays. On peut aussi voir si le pays est un exportateur de pétrole, ce qui est pertinent pour certains événements. Cette icône-là va aussi être ramenée en gros dans la boîte du pays. Le nom du pays, la prédominance de sa religion. Là, je ne suis pas un expert en religion musulmane, là, mais le jeu vous donne la signification là, dans la légende ici. Là, Shia mix par rapport à Sunni. Donc là, c'est la majorité de la population là, par rapport à cette religion-là, essentiellement au niveau gameplay. Vous allez avoir des événements qui vont vous dire, par exemple, de placer une cellule dans un pays Shia mix. Donc à ce moment-là, là, c'est ceux dont cette icône-là est verte. Là. Ensuite, vous avez une traque d'alignement qui représente, euh, disons, la disposition du pays par rapport aux États-Unis. Fait qu'autrement dit, un pays adversary veut rien savoir de collaborer avec les États-Unis. Un pays neutre est comme neutre et un pays allié va vraiment collaborer de son plein gré avec les États-Unis. Ça peut influencer différentes choses, mais juste de savoir qu'un pays musulman peut avoir trois niveaux par rapport à son alignement. Et ce qu'on va mettre sur cette traque d'alignement-là, c'est vraiment la governance du pays, c'est le niveau de gouvernance du pays, c'est la qualité de gouvernance du pays. D'un point de vue occidental, peut-être, là, mais n'empêche, il y a quatre niveaux de governance. De la meilleure à la pire, c'est good, fair, poor et islamist rule. Donc, si vous voulez un petit exemple temporairement de good, ça ressemble à ça. On rappelle que c'est la principale win condition des Américains d'amener une masse critique de pays musulmans à une gouvernance de good. Et puis, il y a un chiffre associé à ça. Puis, on va voir là, quand on va faire la vidéo là, sur ce que les États-Unis et les djihadistes peuvent faire. Ce chiffre-là est super important. Essentiellement, plus le pays a une mauvaise gouvernance, plus c'est facile pour les djihadistes d'opérer à l'intérieur de ce pays-là. En dessous de ça, vous avez une boîte là, où on peut mettre des markers, des troupes, des cellules, toutes sortes d'affaires qu'on doit placer dans le pays. Là, c'est un peu un placeholder pour tout ce qu'on pourrait avoir à mettre à l'intérieur du pays. Dans les dernières petites choses peut-être à parler pour les pays musulmans, là, vous avez aussi une tête de mort pour certains pays, là, en fait le Pakistan et l'Asie centrale, comme reminder que ce sont des pays qui détiennent des weapons of mass destruction, donc des armes de destruction massive. On rappelle encore là que c'est une des win conditions du djihadiste d'en faire péter une aux États-Unis, mais encore faut-il qu'ils mettent d'abord la main sur ces weapons of mass destruction-là. Dans la majorité des scénarios, le djihadiste n'en a pas entre les mains. Alors, dans le cas du Pakistan, si jamais le Pakistan devient Islamist Rule, le djihadiste met la main sur trois weapons of mass destruction. Les trois autres qui sont dans le jeu sont disponibles là, via des événements qui vont impacter l'Asie centrale ou la Russie. OK, donc les têtes de mort vous servent peut-être, c'est peut-être un reminder visuel aux États-Unis, c'est comme watch out parce que si ces pays-là
Il y a des cellules qui tournent autour ou ça tourne mal pour ces pays-là. Les États-Unis pourraient être dans le trouble parce que là, le djihadisme met la main sur des weapons of mass destruction. Donc, c'est ça. Avant de parler des autres types de pays, tant qu'à être ici, là, vous aurez remarqué aussi qu'il y a un concept là, euh, d'adjacency, d'adjacence entre les différents pays. Là. Fait qu'on voit que Gulf States est adjacent au Pakistan. Ça représente là, une proximité géographique et un petit peu idéologique. Là. Faites attention parce que des fois, c'est pas nécessairement la proximité des boîtes qui fait foi de tout. Là. Fait que, par exemple, la Turquie et le Liban ne sont pas adjacents, même si la Turquie est adjacente à l'Irak via the longest line ever. La Turquie est adjacente à l'Irak et est adjacente à l'Iran, mais ne l'est pas au Liban. C'est important pour certains types d'opérations que les joueurs vont avoir à faire. Voilà, ça fait le tour pour les pays musulmans. On va passer maintenant aux pays non musulmans, qui sont les pays qui ont une étoile bleue en haut à droite et qu'on peut reconnaître de bien d'autres façons aussi. Là. Ces pays-là n'ont pas de track d'alignement et ils ont un niveau de governance qui est fixe. Donc, les pays non musulmans ont un niveau de governance qui est fixe, ne change pas tout le long de la game. Ça va varier entre good et fair. Il n'y a pas de pays non musulman avec une governance de poor. C'est good ou fair. Fait qu'on voit la Russie qui est un pays non musulman avec une governance de fair. Eastern Europe qui a une governance de good. Ces pays-là, ce qu'ils ont, par exemple, c'est une posture. Alors, la posture va être deux choses. Elle va être soit hard ou soft. OK? Ça représente en gros l'idéologie de ce pays-là par rapport à la guerre au terrorisme. Donc, pour faire une caricature, le hard, c'est comme on envoie l'armée, on les brasse, puis on répond par la force. Et soft, on y va plus diplomatiquement. On essaie des pourparlers, des choses comme ça. Bon, il y a un lien à faire là, dans le cas des États-Unis là, avec, mettons, républicain égale hard, soft égale démocrate. Il y a un lien à faire avec la droite et la gauche, évidemment, par rapport à ça. Vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de pays sur le board. Ça varie en fonction du scénario, là, mais généralement, il y a beaucoup de pays sur le board on ne sait pas c'est quoi la governance, on ne sait pas c'est quoi la posture, on ne sait pas c'est quoi l'alignement. Ces pays-là sont appelés dans le jeu des pays unmarked. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le pays n'a pas encore pris position, n'a pas encore été testé par rapport au terrorisme, alors on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. De manière générale, on va y revenir quand on va parler des différentes opérations de chaque joueur. Dès qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ce pays-là, que ce soit un événement, euh, le djihadiste y amène une cellule, les États-Unis essayent de faire la guerre des idées auprès de ce pays-là. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive avec un pays qui est unmarked, le pays est testé. Dans le cas d'un pays musulman, ce que ça fait, vous brassez un dé. Si vous pognez 1 à 4, le pays va être poor au niveau de sa governance. Et si vous pognez 5 ou 6, le pays va être fair. OK? Et le pays musulman va toujours commencer avec un alignement neutre. Donc, c'est impossible qu'un pays teste good en partant. C'est impossible qu'un pays teste adversary en partant. L'alignement d'un pays musulman qui se fait tester va toujours être neutre. Si vous brassez 1 à 4, il est poor. Si vous brassez 5 à 6, il est fair. Alors, par exemple, je bouge une cellule d'Afghanistan en Central Asia, il est unmarked, je le teste. Alors, dans le module vassal, ça va bien. Right-click, test country. Et on voit ici dans le log que dans le fond, j'ai brassé 1 sur mon dé si ça m'intéresse. Je peux faire confiance au module où je peux regarder combien j'ai brassé sur mon dé. C'est pour ça qu'il a testé à poor et son alignement est vraiment neutre. OK? Les pays non musulmans, c'est un peu le même principe, mais c'est leur posture qui va être testée dès qu'il se passe quelque chose. Cellule qui y va, les États-Unis qui taponnent avec un événement qui les concerne, on va les tester. Et dans le cas des pays non musulmans, même chose, on brasse un dé. 1 à 4, le pays va tester soft.
5 à 6, le pays va tester hard. Alors, vous allez avoir une majorité de pays musulmans, 2 tiers, qui vont tester poor par défaut. Certains vont tester fair. Vous allez avoir une majorité, 2 tiers encore, de pays non musulmans qui vont tester soft et quelques-uns qui vont tester hard à mesure qu'ils vont être mis à l'épreuve par des activités djihadistes aux US dans leurs environs. Alors ça ajoute évidemment beaucoup de replayability. La petite exception à ça pour les pays non musulmans, c'est Israël qui est hard en permanence. Alors on pourrait faire beaucoup de jokes avec ça, mais on va se retenir. Alors, Israël est toujours hard, c'est printé sur le board. Ce n'est même pas un marqueur de posture que vous mettez, c'est imprimé sur le board dans le cas d'Israël et c'est inchangeable. Même à travers les années, toutes les expansions qui ont sorti, Israël n'en a jamais démordu. Il est toujours resté hard en permanence. Les autres pays, par exemple, ça va changer. À noter que ce test initial-là, c'est uniquement quand le pays est unmarked. Alors, par exemple, plus tard, si je continue de bouger des cellules en Central Asia, je ne rebrasse pas le dé. OK, on le sait, c'est quoi. Sa governance, elle est poor, neutral. On part avec ça. Puis là, les deux camps vont essayer de travailler pour influencer ça à leur avantage. Dans le cas du djihadiste, pour empirer cette governance-là, et dans le cas du US, pour essayer d'améliorer cette governance-là. OK. Autre petite chose pour les pays non musulmans, certains pays, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et les Philippines, complètement à l'autre bout ici, en plus de leur governance, vont avoir un autre chiffre qui s'appelle REC avec un chiffre qui est toujours plus haut que la governance. REC veut dire recruit. C'est plus facile dans ces pays-là pour le djihadiste de recruter des cellules. On va voir les détails dans la vidéo sur le djihadiste, là, mais en gros, dans un pays good, c'est extrêmement tough. Si vous essayez de recruter des cellules dans un pays good, il faut littéralement que vous brassiez 1. C'est ce que le 1 veut dire ici. Il faut littéralement que vous brassiez 1 sur un dé. Par contre, en France, en Espagne, au UK, par exemple, si je prends le cas de la France, ben, si j'essaie de recruter des cellules en France, il faut que je pogne 1 ou 2 sur le dé, parce que le recruit number est en fait 2. Alors, c'est des pays qui, thématiquement, ont un terreau un petit peu plus fertile pour avoir des terroristes que leur governance peut le laisser croire. OK? Donc, ils ont quand même une governance de good, mais c'est plus facile pour le djihadiste d'y recruter des cellules. OK. Il reste une bébite spéciale à parler, qui est l'Iran. C'est pas une joke, dans le rulebook, on dit que l'Iran n'est ni un pays musulman, ni un pays non musulman. Alors, c'est un peu comme la célèbre citation de Coluche, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, retenez vraiment bébite spécial. D'ailleurs, il l'appelle un special case country dans les règles. L'Iran a une governance qui est fixe, qui est à faire. Par contre, il n'a pas de, contrairement à un Muslim country, il n'a pas de track d'alignement. Et contrairement à un non-Muslim country, il n'a pas de posture. Alors, c'est vraiment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en Iran. Puis je pense que je vais plutôt le dire à mesure que je vais parler des différentes opérations qui sont disponibles pour chaque joueur. Là, je pense que je vais plutôt le couvrir comme ça. Là. Mais pour l'instant, retenez que ni le djihadiste ni les États-Unis peuvent faire grand-chose avec l'Iran. Il est là, il existe, il y a certaines affaires qui peuvent arriver avec. Avec les expansions plus tard, l'Iran gagne du galon. Il gagne des weapons of mass destruction. Entre autres, il peut y avoir des élections qui le transforment en pays musulman. Mais dans le jeu de base, là, l'Iran, il ne se passe pas grand-chose avec. Dans les pays non musulmans, vous avez une sous-catégorie aussi qui est comme les pays de l'Europe, donc les pays Schengen qui sont ici. La particularité de ces pays-là, c'est qu'ils sont tous considérés comme étant adjacents les uns avec les autres, malgré la distance. Alors, la Scandinavie est considérée adjacente avec l'Espagne. Alors, pour éviter un spaghetti de lignes épouvantable qui aurait dû être fait là, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Les pays Schengen sont tous considérés adjacents les uns avec les autres. Vous pourriez avoir des événements aussi qui réfèrent à des pays Schengen. Donc, c'est un de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un de ces 7 pays-là à ce moment-là. Et vous avez le symbole ici de l'Union européenne qui est là pour vous indiquer, dans le fond, que
Ça, on pourrait vraiment remplacer ça par tous les pays Schengen. Donc, tous les pays Schengen sont adjacents à la Serbie, adjacents à la Turquie et adjacents au Liban. Encore là, concrètement, ce que ça veut dire, le Benelux est considéré adjacent au Liban, malgré qu'il n'y ait pas de ligne directe qui relie le Benelux au Liban, c'est représenté par ce rond-là ici. Et c'est ainsi que tous les pays Schengen sont aussi adjacents aux États-Unis, au UK, au Canada, et ainsi de suite. OK, ça fait le tour pas mal pour les pays. Checker la petite légende ici, on a parlé de tout ça. Maintenant, parlons des troupes. Fait qu'en haut à droite, vous avez les troupes américaines, les troupes disponibles, maximum 15. C'est une limite physique. Sont représentées par des petits cubes beige, donc 15 troupes américaines au maximum. À un moment donné, il va presque toujours en avoir qui vont être déployés un peu partout sur le board pour aider à la guerre au terrorisme. Puis quand ils ne sont pas nulle part, ben, ils se reposent à la maison sur cette traque-là, essentiellement. Pourquoi c'est important? Bon, oui, on le suit, c'est une limite physique au nombre de troupes qui peuvent être déployées, mais aussi, j'aime comment ils disent dans le rulebook, euh, cette traque-là va mesurer le commitment américain par rapport à la guerre au terrorisme, le commitment militaire, l'engagement militaire des États-Unis par rapport au terrorisme. Et comme ils le disent, et comme on le voit ici, euh, plus l'Américain s'enlise au niveau militaire, moins il a de ressources disponibles pour se battre d'autres manières contre le terrorisme. Alors, c'est représenté dans le jeu par le fait que le nombre de cartes que l'Américain reçoit au début de chaque tour est directement relié à cette traque-là. Donc, quand on déploie des troupes, on les déploie de la gauche vers la droite. Donc, je commence par les prendre de l'extrême gauche ici et je les déploie. Fait que, par exemple, si je décidais d'amener des troupes en Asie du centre, je vais toujours mettre ce marqueur-là de troupes, comme c'est écrit ici, dans la boîte la plus à droite qui contient moins de 5 troupes. Alors, dans ce cas-là, ça se trouve être la boîte War. Donc là, on dit que les États-Unis maintenant ne sont plus à low intensity, ils sont considérés en guerre contre le terrorisme et dorénavant, ils vont piger, tant que cette situation-là reste comme ça, ils vont piger uniquement 8 cartes au début du tour plutôt que 9. Et si l'Américain continue de s'énerver puis d'envoyer des troupes un peu partout, éventuellement, il va être considéré en overstretch et ne va piger que 7 cartes au début de son tour. Alors, le djihadiste, on y revient dans 2 secondes, mais le djihadiste aussi va piger soit 7, 8 ou 9 cartes. Alors, c'est là où, si le djihadiste pige 9 cartes et l'Américain pige 7 cartes, commence à y avoir quand même un assez bon décalage en termes de ressources disponibles. Alors, ça veut dire quoi le rightmost box with fewer than 5 troops? Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que dans une situation comme ça, je suis quand même considéré à low intensity. On aurait tendance à penser que je mettrais le marker ici, mais non. Quelle est la boîte la plus à droite qui a moins de 5 troupes? C'est celle-là ici. Donc, vous pouvez pousser votre lock puis tricher un petit peu, puis être quand même considéré dans le niveau à gauche de là. Mais dès qu'une autre troupe s'en va au front, là, à ce moment-là, je mets le marker vis-à-vis War. Donc, je déploie les troupes de gauche à droite et je renfloue les troupes sur cette traque-là de droite à gauche. OK? Pour toujours garder le niveau de commitment visible. Donc, c'est ça. Vous vous dites peut-être, ah, moi, je vais gérer la guerre au terrorisme de manière pacifique. Les troupes, c'est quand même très utile pour se battre contre les djihadistes, là. Fait que c'est ça. C'est un des dilemmes super intéressants dans le jeu, de déployer ou non des troupes, même si des fois ça vous fait mal au cœur, puis ça vous dit, oh my god, je vais avoir moins de cartes en main. Des fois, on n'a pas le choix, là. Fait que quand on fait des opérations de changement de régime, comme en Afghanistan ou en Irak, il faut amener beaucoup de troupes. Et là, à ce moment-là, la traque se vide, c'est pas long, on a moins de cartes et la pression commence à monter pour l'Américain. Une autre mécanique délicieuse dans ce jeu-là. OK. Alors, pour enchaînons avec la traque de financement djihadiste, donc le djihadist funding, ça ressemble beaucoup, il y a des petites nuances. Fait que le djihadist funding, lui, a vraiment une valeur qui est traquée par ce marker-là ici.
Donc, le djihadist funding, des fois, vous allez avoir des cartes ou des trucs qui vont dire -1 de funding, +1 de funding. Alors, vraiment, on bouge le marker comme ça. Mais il est quand même divisé en 3 tiers, pareil comme les troupes, avec 5, dans ce cas-là, cellules par tiers maximum. Donc, il y a vraiment un lien à faire. Comme je disais, c'est le même principe. Le djihadiste, quand il va recruter des cellules, va toujours les prendre de la gauche vers la droite. Et quand des cellules se font éliminer, se font tuer ou peu importe, cette traque-là va toujours être remplie de la droite vers la gauche. Exactement le même principe que la traque de troupes. Cette traque-là va driver le nombre de cartes que le djihadiste va piger au début de son tour, 7, 8 ou 9, dépendamment si le financement est ample, modéré ou tight. La twist intéressante maintenant par rapport au djihadiste, c'est que le djihadiste ne peut recruter que des cellules qui sont vis-à-vis la boîte où se trouve le marker et à gauche de cette boîte-là. Alors, par exemple, à partir du moment où le funding djihadiste tombe à 6, ces 5 cellules-là ne sont plus disponibles pour être recrutées par le djihadiste. Alors, les chèques rebondissent, faute de fonds, pas capable de payer le salaire de ces braves terroristes-là. Le djihadiste, le temps que son funding ne sera pas rétabli, ne sera pas corrigé, ne tombera pas à 7, 8 ou 9, il n'est pas capable de recruter ces cellules-là. Comme dans beaucoup de card-driven games, les événements vont venir contredire ça, c'est-à-dire que si vous avez un événement qui place 2 cellules dans un pays, vous êtes capable de le faire, peu importe où se trouve le funding, sauf exception. Mais là, par les voies naturelles, par le recrutement normal que le djihadiste peut faire à partir du moment où le marker est ici, c'est bye-bye ces 5 cellules-là. Et à partir du moment où le marker est à 1, 2 ou 3, mais c'est bye-bye potentiellement ces 10 cellules-là. Alors là, ça commence à être vraiment, le nom de la boîte est très approprié, ça commence à être tight pour le djihadiste de commencer à faire quelque chose avec un maximum de 5 cellules. À noter que si le funding bouge, ça ne change rien aux cellules qui sont déjà sur le board. Les cellules qui sont déjà sur le board, je ne sais pas, sont payées d'avance. Ça ne les impacte pas. Ils ont déjà été entraînés, ils ont déjà le certificat de terroriste. Mais à l'avenir, si jamais ces cellules-là meurent et sont replacées sur la traque, à ce moment-là, ils ne sont plus disponibles pour être recrutés à nouveau. OK? Donc, c'est quand même encore là 2 tracks très importantes sur lesquelles vous allez garder un œil attentif tout le long de la game, c'est sûr, parce que ça drive beaucoup de choses, le nombre de cartes que vous recevez au début de chaque tour, et dans le cas du djihadiste, le nombre de cellules qui sont disponibles pour être recrutées. Ensuite, si on continue de faire le tour, il y a une boîte obscure ici qui s'appelle la boîte du First Plot. Ça sert à quoi? C'est que la première fois dans son tour où le djihadiste va faire euh, une opération pour placer des plots sur la map, il va venir prendre la carte qu'il a utilisée dans cette boîte-là, encore là comme rappel que le first plot a été fait. Je vous vends un punch tout de suite, on va y revenir quand on va parler des actions du djihadiste, mais c'est la façon pour le djihadiste d'ignorer un événement horrible américain. Donc, quand le djihadiste a une carte américaine qui ne va absolument pas qui se déclenche, il va l'utiliser comme son premier plot du tour et à ce moment-là, l'événement est ignoré. On place la carte là et l'événement est ignoré. Autrement, la carte est considérée jouée, est considérée discartée. Donc, s'il fallait rebrasser, on va la rebrasser. C'est le même principe que les lapsing events. Et encore là, c'est pour les joueurs qui ont la mémoire courte. C'est un rappel comme quoi, oui, le djihadiste a fait son first plot. Alors, les prochaines cartes américaines qu'il va jouer de sa main, si les conditions sont en place, l'événement va se produire. Parlant de plots, le djihadiste en a 6 à sa disposition. Il va les garder typiquement face cachée dans cette petite boîte-là ici qu'on appelle les available plots. Euh, les plots ont une certaine valeur. Il y a 3 plots de 1, 2 de 2, puis 1 de 3. On va voir dans les opérations détaillées du djihadiste qu'est-ce que ça fait d'avoir un plot d'une valeur plus basse ou plus haute. Et à mesure que le djihadiste va mettre la patte aussi sur des weapons of mass destruction, ce qu'il va faire, dans le fond, c'est qu'il va venir ajouter ces markers-là à ses available plots.
Et ça, c'est comme la petite pile du djihadiste. Il joue avec ça. Puis quand il faut qu'il place des plots sur la map, il n'a pas besoin de rien montrer à l'américain. Il choisit quelque chose, puis il le met. Donc, quand il commence à avoir des weapons of mass destruction comme américain, vous allez stresser parce que vous ne savez jamais si le plot qu'il a mis est un banal plot 1 ou si c'est une weapon of mass destruction parce que tout l'endos de ces jetons-là ont tous le même dessin. Alors, c'est un endroit sur où est-ce que le djihadiste garde ces plots qui sont available, qui sont ceux de base du jeu, plus les weapons of mass destruction sur lesquels il aurait mis la patte. Un weapon of mass destruction est utilisé une et une seule fois, c'est un one and done, comme on dit, dès qu'il est utilisé, il est removed from the game. La bombe nucléaire a pété, l'arme biologique a été lancée, puis si jamais le djihadiste veut recommencer, ben, il va falloir qu'il s'en procure d'autres. Dernière track, c'est les réserves qui sont ici. Donc, les réserves, c'est chaque joueur en a une track comme ça. Si par exemple je suis le US, je joue une carte de 1 de ma main, plutôt que de faire une opération avec cette carte-là, je peux dire je prends l'opération, le up, le 1 up, puis je viens me la mettre en réserve. Alors, comme son nom l'indique, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez tirer dessus plus tard dans le tour pour venir bonifier une carte. Alors, dans ce cas-là, plus tard dans le tour, je pourrais jouer une carte de 2, tirer sur mes réserves, les ramener à 0 et ajouter la valeur de mes réserves à ma carte. Alors, ma carte de 2 devient une carte de 3. Et là, je peux l'utiliser pour, on va voir, là, mais il y a un avantage des fois à jouer 3 hops d'un coup. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de cartes de 3 dans votre main, une des façons de contourner ça, c'est de mettre des cartes en réserve et plus tard dans le tour de tirer sur vos réserves pour augmenter la valeur de vos cartes. Les deux camps peuvent faire ça. L'erreur classique, probablement un newbie sur deux se fourre par rapport à ça. Puis il y a probablement du monde, ça fait 50 games qui jouent puis ils ne savent pas ça encore. C'est le genre d'affaire un peu obscure. Supposons, par exemple, que j'ai deux réserves, je suis l'Américain. Je joue une carte de 2, puis je décide de tirer sur mes réserves. À chaque fois que je tire sur mes réserves, dans le fond, je dois les vider complètement. Alors là, j'ai joué une carte de 2, puis le nombre de hops pour une carte, ça top à 3. Alors, l'erreur classique que les gens font, c'est qu'ils ont deux hops en réserve. Ils vont jouer une carte de 2, puis ils vont dire ah, je vais dépenser seulement une réserve. Ça va devenir une carte de 3, puis j'ai encore une réserve de disponible pour le reste du tour. No way. Quand on tire sur nos réserves, on les ramène à 0. Alors, dans ce cas-là, j'avais 2 de réserve. J'ai joué une carte de 2. Je décide de tirer sur mes réserves. Ça vide le réservoir complètement. Mais ma carte vaut quand même uniquement 3 parce que la carte va topper à 3 hops. OK? Fait qu'on peut avoir maximum 2 de réserve d'une shot. J'aurais pu, par contre, avec 2 de réserve, évidemment, jouer une carte de 1, vider mes 2 réserves et là avoir 3 hops pour faire mes trucs. Mais je ne peux jamais flober partiellement mes réserves. Je ne peux jamais flober une réserve puis garder le reste pour plus tard dans le tour. Quasiment fini. Hang in there. Passons à la séquence de fin de tour. Je l'ai skippé quand j'ai parlé de la séquence de jeu ou vidéo précédent. Mais là, vous maîtrisez pas mal de stock. Fait que vous devriez être capable. Ah, mais avant, c'est vrai, j'ai oublié de parler. Deux tracks quand même très importantes. Le prestige américain. Fucking importante, même si vous me passez l'expression. Le prestige américain, ça mesure euh, à quel point là, l'Américain est perçu par le monde musulman, son standing, si on veut, sa crédibilité, en quelque sorte. Fait qu'il peut être low, medium, high, very high. Encore là, les chiffres sur cette track-là sont une limite absolue. S'il est à 12 puis il gagne du prestige, ça n'arrive pas. S'il est à 1 puis il perd du prestige, ça n'arrive pas non plus. Donc, le prestige va vraiment se promener dans une game de haut en bas. Et on va le voir quand on va parler des opérations américaines. Là, c'est la valeur du prestige, la position du marqueur de prestige. Ça donne des bonus ou des pénalités très intéressants, dépendamment du point de vue, sur des choses que l'Américain essaye de faire. Donc, généralement, ce n'est pas une surprise. Si on est américain, on essaie de garder notre prestige le plus haut possible. Si on est le djihadiste, on essaye vraiment de faire perdre la face à l'américain le plus possible et descendre son prestige. Il peut y avoir une situation où le prestige est tellement bas que c'en est décourageant. Beaucoup de joueurs débutants qui s'arrachent les cheveux
comment faire si mon prestige est low, je suis incapable de le remonter, puis tout ça. On va voir des trucs pour pallier à ça dans les stratégies. Et la dernière track, ma foi, et non la moindre, après je pense qu'on va avoir fait le tour, sur cette track-là, GWAT Relations, GWAT qui est un acronyme pas évident, Global War on Terror, donc le US Global War on Terror Relations. Sur cette track-là, vous allez d'abord suivre la posture américaine, parce que les futés parmi vous auront remarqué que les United States comme tels n'ont pas de boîte de posture, alors on suit la posture des États-Unis ici. Alors, soit hard ou soft. Alors, si c'est soft, on flippe le marker, puis on amène le marker ici. Donc, c'est comme ça qu'on va suivre la posture américaine. Puis, on va aussi suivre sur cette track-là quel est quelle est la posture générale du monde par rapport à la guerre au terrorisme. Fait que là, on le voit présentement, je n'ai qu'Israël de tester et il est hard. Alors, j'ai un pays dans le monde qui est hard par rapport aux terroristes. Au fur et à mesure que les pays vont se faire tester, puis j'en parlais tantôt, la majorité des pays non musulmans vont tester soft. Fait que je vais vraiment faire exprès, là, dans Vassal, je vais y aller allègrement. Je vais tester une coupe de pays. My God, c'est mon jour de chance. Là, j'ai plus de pays qui ont testé hard que soft. Je vais arranger ça un peu avec le gars des vues comme ça, juste pour vous montrer mon point. Alright. Quand vient le temps de recalculer, là, c'est dynamique, ce marker-là. On le met à jour à mesure que ça change. Là. Mais là, présentement, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 pays soft et j'ai 3 pays hard. Alors, je fais la différence entre le nombre de pays, dans ce cas-là, soft, par rapport au nombre de pays hard. Alors, ça me donne une différence que j'illustre ici. Alors, ce que ça veut dire essentiellement, c'est que j'ai dans le monde, j'ai 2 pays non musulmans de plus qui sont soft par rapport à des pays hard. Alors, ça peut aller à 3 d'un côté comme de l'autre, dépendamment de la polarisation du monde par rapport à une idéologie. Et comme je disais, c'est dynamique. Alors, si l'Italie, soudainement, suite à un événement ou quoi, devient hard, ben là, j'ai 4 pays soft, 4 pays hard. Alors là, présentement, le monde est vraiment là, en parfait équilibre par rapport à ça. Si plus tard, même la Germany change d'idée et devient hard, ben là, j'ai 5 pays hard pour 3 pays soft. Alors, le marker s'en vient ici. Même dans les scénarios extrêmes, où j'aurais, par exemple, là, le Benelux. Fait que là, j'ai 6 pays hard, 2 pays soft. J'ai une différence vraiment de 4. Le marker va quand même topper à 3 ici. Pour l'instant, retenez une chose, très importante par contre. Si jamais le monde n'est pas en parfaite harmonie avec les Américains sont vraiment dans le trouble. OK? Si l'idéologie mondiale est à l'opposé des États-Unis, les États-Unis sont vraiment dans le trouble. OK? C'est dur de faire cavalier seul dans la guerre au terrorisme. Alors, dans un cas où, c'est un peu un scénario bizarre, mais bon, ça se pourrait. Dans un cas où les États-Unis ont une posture soft et que le monde est vraiment polarisé vers une posture hard, l'Américain est vraiment, vraiment dans le trouble et pour faire quoi que ce soit d'intelligent, va d'abord devoir commencer à ramener les pays non musulmans un peu plus de son côté. Parce qu'on va le voir tantôt, un scénario comme ça donne des pénalités épouvantables à l'Américain au point où il est vraiment menotté puis il n'est pas capable de rien faire. On voit beaucoup plus souvent puis je ne reflipperai pas tous les pays pour vous le montrer, là, mais on voit beaucoup plus souvent le contraire, c'est-à-dire les États-Unis qui sont hard et le reste du monde qui est plutôt soft. Parce qu'on le rappelle, ces pays non musulmans-là, sur un 1 à 4, vont tester soft. Alors, de façon générale, vous allez avoir une majorité. Le monde, tranquillement, pas vite, va se diriger vers une idéologie soft. Et souvent, comme Américains, on se bat contre ça. Alors là, ça fait le tour. Et là, on va parler de la séquence de fin de tour. Quand est-ce que ça arrive, la fin de tour? Je le rappelle, quand les deux camps ont épuisé leurs cartes. Fait que, encore là, le petit reminder de comment ça se passe. Le djihadiste va systématiquement jouer toutes ses cartes. À un moment donné, l'Américain va avoir seulement une carte en main, va la garder, va la garder, va la garder. Quand le djihadiste aura plus de cartes en main, l'Américain, là, last call, tu discartes ta carte
ou tu la gardes pour le prochain tour. Et une fois que cette décision-là est prise, c'est là qu'on commence la séquence de fin de tour. À noter que si l'Américain a gardé une carte dans sa main, euh, ça n'influe pas le nombre de cartes qu'il va piger. Fait que dans ce cas-ci où l'Américain pigerait 9 cartes, mais il a gardé une carte dans sa main, il va effectivement commencer son tour avec 10 cartes en main. C'est une des façons où l'Américain peut vraiment aller chercher un petit edge par rapport au djihadiste qui lui est vraiment topé à 9 cartes. Donc, dans l'ordre et la discipline, quand on fait la séquence de fin de tour, moins 1 de funding. Donc, le funding djihadiste est réduit de 1. Alors, un funding, c'est comme une plante là, du financement. Il faut que tu arroses ça régulièrement. Il faut que tu te renouvelles. Il faut que tu trouves des nouvelles sources de financement. Alors, pour illustrer un peu cette attrition-là, le djihadiste va toujours perdre 1 de funding à chaque fin de tour. Le US, le prestige américain descend de 1 dès qu'il y a au moins un pays à islamiste rule. C'est un peu une tâche au dossier des Américains de dire, voyons, qu'est-ce qu'ils font. Ce pays-là ou ces pays-là sont islamist rule. Alors, ce n'est pas un par pays, c'est un de prestige de moins s'il y a au moins un pays à islamist rule. Ensuite, c'est un des avantages, si le monde et les États-Unis sont en parfaite harmonie, la vie est belle et les oiseaux gazouillent. Alors, c'est dans un cas comme ça ici, où vraiment là, la posture des US et la posture du monde, le monde est à 3 du même côté que les États-Unis, plus 1 de prestige. Alors encore là, c'est tellement la joie et la bonne entente que le prestige américain augmente de 1. Ce n'est pas le cas, même si... encore là, je vais switcher, je vais juste laisser ça de même. Même ici, il n'y a pas plus 1 de prestige. OK? Donc oui, le monde est du même bord que les États-Unis globalement, mais ce n'est pas extrême. Alors à ce moment-là, dans un scénario comme ça, en fin de tour, il n'y aurait pas plus 1 de prestige à l'américain. Les lapsing events, on l'a vu dans le vidéo précédent, là, les événements qui durent jusqu'à la fin du tour sont discartés pour de bon, prennent fin à ce moment-là. Les réserves, si vous ne les avez pas utilisées, s'il vous reste des réserves, puis on arrive à la fin de tour, tout ça est reseté à 0. Donc vous avez jusqu'à la fin du tour quand vous placez des hops en réserve pour les utiliser, parce qu'il y a vraiment une étape ici où c'est réduit à 0. Et ensuite, on deal les nouvelles cartes en fonction du commitment militaire des États-Unis et du funding du djihadiste. Puis on est prêt à recommencer le prochain tour. Fait intéressant à noter, encore là, erreur classique de débutant. Des fois, vous finissez le tour comme djihadiste, puis vous dites yes, j'ai réussi à garder mon funding à 7, je vais quand même avoir 9 cartes. N'oubliez pas, la toute première chose que vous faites à la fin de tour, c'est que vous perdez 1 de funding et ça l'arrive avant qu'on deal les nouvelles cartes. Donc, si votre funding est à 7 comme djihadiste, à la fin d'un tour, vous allez avoir seulement 8 cartes pour le prochain tour parce qu'une des premières choses qui arrive, c'est que le funding est réduit de 1. Puis la dernière étape, je me la garde pour quand on va parler des opérations de chaque side, de flipper un token de regime change. On va en parler dans une autre vidéo là, quand on va parler des opérations US, entre autres. Voilà, ça fait le tour du board, des composantes, des différentes tracks. C'est une très bonne base. Là. Prochaine vidéo, on va parler des opérations américaines, puis vous allez avoir tout ce qu'il faut là, pour bien comprendre ce que l'Américain peut faire dans son tour. Alors, vous allez pouvoir trouver ce vidéo additionnel-là dans la playlist. Merci de votre attention et bonne écoute.